l'actualité ce 30 août, la rencontre de concertation entre la CENI et l'ONI, entre ces deux institutions qui veulent accorder leur violon pour la réussite des municipales prochaines. Il a clairement été question des préoccupations liées à la production des cartes nationales d'identité et des passeports, tous deux des documents utilisés lors des différents scrutins. Dans cette édition, nous irons également à Bobo-Dioulasso où il ne fait pas bon vivre au marché de fruits et légumes. Les ordures aux alentours du marché en est la cause. Commerçants et riverains crient au secours. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 août. Une nouvelle semaine commence et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous de l'information. Comme annoncé tout de suite en titre, fini les installations et la prise de fonction. Place maintenant au travail. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dans l'exercice de ses fonctions, a reçu ce matin son homologue de l'Office national d'identification ONI, une rencontre pour préparer au mieux les prochaines échéances électorales, notamment les municipales. Entre Élisée Ouedraogo et Aristide Béré, il était clairement question d'aborder les préoccupations liées à la production des cartes nationales d'identité et des passeports, tous deux des documents utilisés dans les différents scrutins. La substance de ces échanges avec Benjamin Kouani. C'est une rencontre de prise de contact entre Élisée Ouedraogo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, et Aristide Béré, celui de l'Office national d'identification. Avec les 15 commissaires de la CENI, c'est la première rencontre entre ces deux hommes chargés de produire les documents d'identité des Burkinabés. Des documents comme la carte nationale d'identité et le passeport utilisé pour l'enrôlement électoral. Ici, il est question pour Élisée Ouedraogo et son équipe de s'imprégner du processus de production et de délivrance de ces pièces en vue de mieux préparer les élections municipales à venir. Il était important pour nous, au moment où nous projetions sur des activités, des opérations électorales devant nous conduire aux échéances que vous connaissez, de découvrir ces documents qui sont, on va dire, les premiers instruments de base sur lesquels nous allons travailler sur le terrain, à savoir donc la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport ordinaire. C'est pourquoi nous avons souhaité cette rencontre technique avec l'Office national d'identification qui a en charge la production de ces documents. Quelles sont les caractéristiques de ces documents dans le processus électoral? Des interrogations que Aristide Béré et son équipe expliqueront à la CENI au cours de cette rencontre technique, mais également exposer les difficultés de l'ONI pour qu'ensemble les deux institutions accordent mieux leur violon pour une élection communale transparente et crédible. Nous voulons qu'il y ait plus d'électeurs, nous voulons qu'il y ait plus d'inscrits sur le fichier électoral. Donc nous sommes très intéressés à ce qu'on puisse mettre tout en œuvre pour que chaque Burkinabé en âge de pouvoir se procurer ce document puisse le faire où qu'il soit à l'intérieur du pays. Dans cet élan, le président de l'ONI se dit disposé à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de l'institution dirigée par Élisée Ouedraogo. Ici, Aristide Béré va expliquer à la CENI le mode de délivrance de ces documents d'identité. Vous savez que depuis 2018, il a été institué que c'est la carte nationale d'identité qui est un document d'enrôlement, en plus du passeport. Donc il était bon que nous exposons les considérations techniques liées à la carte nationale d'identité ou au passeport, à l'effet d'expliciter au mieux pour que l'ensemble des 15 comités ici présents comprennent tout le mécanisme d'enrôlement, de production et de délivrance de la carte nationale d'identité. Le point culminant de ce conciliabule est d'éviter qu'il y ait des désharmonies à la veille des votes, d'où cette collaboration en amont et en aval avec les deux entités.
Et puis, on pourrait le dire, le foncier divise gouvernants et gouvernés au secteur 11 de la capitale burkinabé. C'est le projet de 3e pont envisagé par le gouvernement qui fait grincer des dents à Nemné dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Et pour cause, la réalisation du projet nécessiterait le déguerpissement de certains habitants au profit d'aires de jeux et de loisirs, ce qu'ils n'entendent pas accepter. Alors, les éventuels concernés réunis au sein de la coalition des Jeunes Unis pour le développement et la coalition des résidents concernés par le recensement sortent de leur gong. Face à la presse hier dimanche, ils ont scandé haut et fort oui au projet de construction du pont, mais non à leur déguerpissement pour de quelconque espace destiné au sport. Alexis Belnaba, explication. L'Association des Jeunes Unis pour le développement AJD et la coalition des résidents concernés par le recensement CRCR pour le déguerpissement charge la mairie centrale de confondre les projets de développement de la ville. Les habitants de Nemné, dans le secteur 11 de l'arrondissement 2, disent soutenir le projet de construction du 3e pont envisagé par le gouvernement, mais s'opposent à leur déguerpissement sur les sites qui serviront de terrain de golf et de jeux équestres. Nous voulons soutenir le projet 3e pont, même 4e pont, et laisser nos concessions tranquilles, sans déguerpir aucune concession, comme ils ont fait avec les échangeurs du Nord, avec d'autres échangeurs. Parce que ça veut déguerpir les gens et prendre les concessions, faire les lieux, faire des trucs, des jeux de loisirs ou équestres, je pense que ce sont des foutaises. Donc nous pensons que ce n'est pas le développement. Ce n'est pas pour le bien d'une utilité publique. C'est au profit de certaines personnes qui veulent confondre les projets. Nous entendons d'abord et nous cherchons des éclaircissements. Un cabinet d'expertise en développement sera chargé du recensement et de l'étude du projet, selon les membres de la coalition. Sur ce point, les habitants du quartier disent ne pas être informés d'un recensement. Au lieu du sport et des loisirs, ils plaident plutôt pour des projets de développement social. Les projets de lotissement, on connaît. Quand il y a lotissement, c'est en fait des projets d'affaires. Alors qu'ici, nous sommes nombreux, on ne peut pas nous recaser. Dans chaque cour, dans ce quartier, il va trouver 3, 4, 5 familles, 10 familles dans une seule concession. Comment allez-vous aller réunir ces gens-là pour satisfaire tout le monde? Ce n'est pas possible. Donc nous demandons aux autorités, aux gens qui font le lotissement, aux gens qui font les projets, de faire des projets à but social pour qu'on fasse les routes, on éclaire, et pour que tout le monde on vit en paix et dans la bonne santé. En Afrique ici, nous avons vu des quartiers en Afrique où on a fait des projets, tout le monde a été bien relogé, bien construit, on a mis des goudrons, même dans les 6 mètres, bien assainis, et tout le monde vit en paix. Plusieurs tentatives de rencontrer le maire de l'arrondissement 2 pour comprendre davantage les tenants et les aboutissants du projet sont restées vaines selon la coalition. Une proposition de site d'installation est proposée par le cabinet d'études aux habitants de Nemné. Ce sont entre autres Lumbila, Koubri et Komsilga. Une proposition que les habitants rejettent. Et pour être complet sur le sujet, approchez pour comprendre davantage cette préoccupation des habitants de Nemné. Le maire de l'arrondissement 2 dit n'être pas au courant du dit projet. On met le cap à présent sur Bobo Dioulasso où ça grogne également au marché de fruits et légumes. Là-bas, commerçants et riverains se plaignent des tas d'ordures en état de putréfaction. Vous allez le voir dans un instant, ce sont des images à couper le souffle qui non seulement entravent la bonne marche des activités de commerce, mais une insalubrité qui rend la vie difficile aux habitants des abords du marché. Pourquoi entasser à tel point des ordures quand il y a une structure communale censée s'en occuper? Élément de réponse dans ce constat signé Aïcha Bléan et Majid Bakouan. Des ordures ménagères et des fruits pourris entassés, des oiseaux couleur verdâtre, propices au développement des moustiques et des mouches. C'est le constat fait ici aux alentours du marché des fruits et légumes de Bobo Dioulasso. Une situation qui donne une mauvaise image aux produits de consommation vendus dans ce marché.
Les odeurs à côté de nous, les commerçants nous fatiguent. Il serait mieux de ramasser chaque un des jours. La stagnation de l'eau sale fait que nous n'avons pas assez de clients. Patron, l'odeur de la saleté nous fatigue. Une fois coupé l'orange pour les clients, ils ne boivent pas à cause des mouches qui proviennent des saletés. Nous sommes ici car on n'a pas le choix. En plus de son impact économique sur les commerçants, cette insalubrité constitue un danger pour les riverains vivant à proximité du marché, surtout en cette période de paludisme. Il y a trop de moustiques et d'odeurs. Ces endroits sont très sales pour les enfants. À cause des enfants, s'ils pouvaient déplacer l'endroit, ce serait mieux. Les mouches nous fatiguent. Tout ce que tu déposes, ils viennent se poser là-dessus. Souvent même, il y a les serpents même qui rentrent chez nous à cause de ces ordures-là. Puisque les choux là, ça vient avec les serpents et qu'on sort là. Tu vois, non? Pour plus de précision, nous nous sommes rendus à la structure de gestion des équipements et des infrastructures marchandes de la commune de Bobo-Dioulasso. Selon ses premiers responsables, des difficultés de matériel d'évacuation sont à l'origine de cette situation. Alors pour l'évacuation de ces ordures, déjà nous avons mis en place un système où il y a des dames qui sont là tous les soirs pour le nettoyage du marché. Maintenant on a quelques petites difficultés en ce qui concerne l'évacuation de ces déchets. Essentiellement ici, la difficulté, comme je l'ai dit, elle est d'ordre logistique. C'est-à-dire que ce qui serait peut-être intéressant pour nous, ce serait peut-être d'acquérir un peu plus de matériel pour pouvoir évacuer ces déchets. Mais déjà, tout ça, c'est en réflexion. Et puis, avec notre partenaire, qui est la commune de Bobo-Dioulasso, ensemble, je pense que dans le bref délai, on pourra peut-être trouver une solution à ces difficultés d'évacuation. Trouver une solution à ces difficultés d'évacuation, en tout cas, c'est le souhait des commerçants et des riverains qui continuent de payer les pots cassés. Par jour, c'est en moyenne plus de 40 mètres cubes de déchets qui sont déversés aux alentours du marché de fruits et légumes de Bobo-Dioulasso, selon ses premiers responsables. Hors de nos frontières aussi, en Belgique, plus précisément à Liège, des Burkinabés sont affligés par les intempéries du 14 juillet dernier en Allemagne qui s'est propagée aux pays voisins. Ces fortes précipitations ont fait d'énormes victimes, tant sur le plan humain que matériel. En Allemagne seulement, tenez-vous bien, ce sont des centaines de morts. En Belgique, par contre, où vivent nos compatriotes, on enregistre d'importants dégâts matériels, mais ils ne sont pas seuls dans cette épreuve. Ils ont reçu un soutien de taille, celui de la ministre déléguée chargée des Burkinabés de l'étranger. Clarisse Woubar, mandatée par le gouvernement burkinabé, est allée marquer sa solidarité et témoigner son soutien aux sinistrés. On fait le point de la visite avec Benjamin Kwame. Des véhicules caillassés, suspendus par endroits, des bitumes dégradés et l'eau qui ruisselle abondamment, emportant et inondant des maisons. Des images observées le 14 juillet dernier lors de l'intempérie qui s'est déclarée en Allemagne, puis s'est étendue en Belgique et les pays voisins. En Belgique, ces fortes pluies ont fait une vingtaine de morts et de nombreux dégâts matériels, précisément à Liège. Parmi les victimes, il y a des Burkinabés. Et ce sont ces victimes que la ministre déléguée chargée des Burkinabés de l'étranger visite dans le cadre d'une tournée démarrée le 19 août 2021. Lorsqu'on met en place un ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur, c'est pour s'occuper donc de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, que ce soit en temps heureux ou en temps malheureux. Il se trouve que la nature ayant fait son œuvre, il y a eu des inondations donc dans cette région du monde, en Belgique et puis à Liège, où nous avons quand même une communauté assez importante. Et j'ai trouvé que c'était nécessaire que je puisse venir moi-même apporter et manifester la solidarité du gouvernement à nos compatriotes qui ont été donc touchés par ces inondations. C'est un message bien sûr de compassion, un message de solidarité et puis aussi un message d'encouragement. Après les inondations, il faut se reconstruire et reprendre les activités. C'est ce que tentent de faire certains Burkinabés sinistrés.
Donc là, vous avez juste commencé de petits travaux, là. Je vois que ça a été déblayé. Moi-même, j'étais déjà en travaux, en fait. Oui, c'est ça. Le grenier, le premier, j'étais déjà en travaux. Ouais. Et puis, je comptais attaquer le rez-de-chaussée. Le beau temps s'est annoncé. Clarisse Mérandol Oueba exhorte ces hommes et femmes burkinabés touchés par ce sinistre à ne point baisser les bras. Ils doivent se montrer toujours résilients pour occuper des places de choix dans ce pays étranger, lance-t-elle comme message. C'est tout naturellement avec une grande satisfaction que la communauté burkinabé a accueilli le message. Vraiment, c'est une situation qui a été hautement appréciée par la communauté, qui sent vraiment un rapprochement de leur ministre avec eux. Je suis à Bruxelles, ça fait 42 ans. Je suis très content, la communauté burkinabé qui est ici présente, tout le monde a apprécié la manière dont Madame la ministre nous a formulé toutes ces paroles. En marge de cette visite de soutien, la ministre Clarisse Oueba a rencontré la diaspora burkinabé. Elle a exposé à ses compatriotes les projets visant à contribuer au développement de leur pays d'origine. Et cela passera par la mise en place du Haut Conseil pour les Burkinabés de l'extérieur, une recommandation du Forum de la diaspora de 2018. Il faut savoir que les Burkinabés de la Belgique posent régulièrement des actions visant à aider les déplacés internes ici au Burkina Faso. Toute autre chose à présent, créer des experts avertis de la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information. C'est ce à quoi s'attelle l'ONG Initiative Éthique et Citoyenneté et ses partenaires. La stratégie trouvée, outiller une centaine d'acteurs dans divers domaines de la gouvernance d'éthique. Un cadre de formation qui sert du même coup de tribune pour faire l'état des lieux de l'enseignement sur les questions liées à la gouvernance de l'Internet. Alexis Belemnaba, précision. Une table ronde pour faire l'état des lieux de l'enseignement des questions liées à la gouvernance de l'Internet et définir des mécanismes de certification. L'initiative est de l'ONG Initiative TIC et Citoyenneté en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que d'autres partenaires. L'objectif est de créer des experts avertis de la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information. Nous avons vu déjà que, tant du point de vue de l'économie, de l'éthique, de la morale de la société, il y a des choses qui sont négatives pour nous. Mais nous devons tirer aussi le positif. Et c'est la gouvernance qui doit organiser de manière à ce que le meilleur de l'Internet puisse profiter à notre peuple, à son développement. Même si l'utilisation de l'Internet est vue de façon négative par certains usagers, il y a un côté positif à explorer. C'est pourquoi l'ONG Initiative TIC et Citoyenneté a initié une formation de 100 personnes dans divers secteurs de la gouvernance de l'Internet. La mise en place d'un institut de formation continue à Ouagadougou est envisagée. Après 7 ans, et avec l'évolution aussi de la pénétration de l'Internet dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso, il était nécessaire de passer à une autre échelle. Il y a besoin d'aller dans beaucoup plus de spécialisation parce qu'il y a plusieurs domaines qui sont là, allant depuis la cybersécurité, l'économie numérique, les crypto-monnaies, etc. Pratiquement la télémédecine, tout. Il y a de nombreux secteurs qui sont là. Et pour faire face à cela, on a besoin de passer à un autre niveau d'organisation. C'est depuis 2015 que le Burkina Faso abrite le séminaire international de formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et d'autres systèmes d'information. Cette 7e édition se tient en hybride compte tenu de la situation sanitaire. L'actualité hors de nos frontières ce lundi, c'est également la question de la dot devenue commerciale selon certains analystes. Commerciale au point que l'on réfléchisse à sa régulation. En République démocratique du Congo, par exemple, le député Daniel Mbao propose un projet de loi pour en finir avec la commercialisation de la dot, censé être symbolique selon lui. Mais vous allez le voir, sur la question, les avis sont partagés. C'est avec nos confrères d'Africa News qui en parlent au détour de la célébration traditionnelle de mariage à Kinshasa. Une célébration joyeuse à Kinshasa. Ce couple a célébré son mariage avec une cérémonie traditionnelle. En République démocratique du Congo,
les mariages sont régis par le Code de la famille datant de l'année 1987. Selon la loi, les hommes doivent verser une dot à la famille de la mariée avant leur union. Mais certains parents demandent beaucoup d'argent aux hommes qui souhaitent épouser leur fille. C'est ce qui a poussé ce député, Daniel Mbao, à proposer un projet de loi pour changer cela, fixant un maximum de $500 dans les zones urbaines et de $200 dans les zones rurales. Il y a une coutume évoluée qui a vu le jour dans les sociétés urbaines qui consiste, après les dépôts des biens d'auto, que la famille de l'épouse puisse recevoir. Le projet de loi vise à mettre fin à la commercialisation de la dot. Le paiement de la dot est censé être symbolique, pas une affaire commerciale. Dans le passé, nos parents payaient un sac de sel et c'était tout. Mais aujourd'hui, certains parents demandent beaucoup. J'ai assisté à une cérémonie où un parent a demandé un billet d'avion. Mais pour beaucoup de Congolais, y compris ce jeune couple de mariés, il n'y a aucune raison de changer la tradition. C'est un honneur de voir qu'il puisse m'honorer avec $500 quand même. Il est allé au-delà de ça. Et c'est vraiment un honneur pour moi et pour ma famille. On n'achète pas, c'est un symbole. Mais comment réguler ça? C'est une convention entre moi et ma belle famille. J'amène ma famille, la belle famille arrive aussi, on discute. Ah non, vous voulez notre femme, vous voulez construire un foyer avec notre fille? Oui, mais voilà. Le projet de loi apporterait également des révisions à d'autres parties du Code de la famille. En plus des limites sur le prix de la dot de la mariée, le projet de loi propose l'interdiction de la polygamie et de la polyandrie, toutes des traditions séculaires chez certains Congolais. Le texte n'a pas été encore programmé pour être débattu à l'Assemblée nationale, mais a déjà suscité de vives discussions dans tout le pays. La page sport de ce journal à présent et nous commençons par des nouvelles des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui se joue à Marrakech. De bonnes nouvelles puisque le groupe des étalons s'étoffe peu à peu. Ces dernières heures, le groupe s'est considérablement agrandi. Déjà 8 joueurs étaient présents samedi. 5 autres joueurs ont fait leur arrivée dans l'après-midi de ce dimanche. Adama Guira, Ismaël Ouattara, Patrick Malo et Soumaïla Ouattara sont désormais de la partie, nous dit notre envoyé spécial au Maroc, Arsène Kondé-Tamdé. Adama Guira, Ismaïla Ouedraogo, Mohamed Ouattara, Patrick Malo et Soumaïla Ouattara ont rejoint le groupe des étalons dans l'après-midi de ce dimanche. Des présences qui permettent au coach de débuter les phases tactiques de la préparation en attendant de nouvelles arrivées. La défense, l'un des principaux chantiers de Kamou Malo. Edmond Tapsouba blessé, il faudra trouver celui qui formera la nouvelle charnière centrale avec Issoufou Dayou. Soumaïla Ouattara, qui a récemment quitté le Raja Athletic Club de Casablanca pour le FUS Rabat, se sent prêt pour relever le défi. Et déjà, je me sentais toujours, mais je suis là, je suis concentré et j'attends la décision du coach. Voilà. Et le jour où le coach me donnera ma chance, je ferai de mon mieux pour bien saisir. Charles Kabouré, les frères Alain et Bertrand Traoré et Abdou Razak Traoré ne font pas partie du groupe. En l'absence de ces cadres du vestiaire, le groupe se cherche peut-être un nouveau leader. Un rôle qu'Adama Guira pourrait bien endosser pour épauler la pléthore de jeunes étalons convoqués pour cette double confrontation. Le football aujourd'hui, on ne peut pas dire, à 17 ans déjà, il y a des exigences. Si tu es là ici déjà, c'est que tu peux représenter valablement le pays. Donc les absences, nous les avons, c'est la réalité. On va faire avec ce que nous avons. Mais bon, je suis là, je suis un peu plus expérimenté que les jeunes. Je vais les soutenir, je vais essayer de les conseiller. Et aussi, je suis là comme joueur et à la disposition du coach. L'une des mauvaises nouvelles de ce début de préparation, la blessure de Cyril Bayala en championnat avec Ajaccio en Ligue 2 française. Pour le remplacer, Kamou Malo mise une pièce sur le jeune Bottier Fiacre Kwame, un binational qui peut aussi jouer pour la Côte d'Ivoire.
J'ai préféré faire appel à un jeune garçon qui nous a donné beaucoup d'espoir, en tout cas lors du tournoi junior, à la personne de Kwame Botier, qui est présentement à Ajaccio, qui pète la forme. C'est un enfant courageux. Je pense que c'est maintenant que nous devons le relancer, surtout que c'est un enfant qui est un peu à cheval entre deux nations. Nous préférons déjà le coopter dans notre effectif. Déjà, à l'heure où je vous parle, je pense que le garçon est déjà à Marseille pour sa visite et en fait d'embarquer pour Marrakech. Oula Abbas Traoré, Draman Nikima, Hervé Kofi, Gustavo Sangaré, Hassan Bandé et Abdul Faisal Tabsouba sont les derniers à rejoindre le groupe dans la soirée de ce dimanche. De retour chez nous au Burkina Faso et nous parlons de l'escrime, une discipline sportive peu connue. On en compte par exemple 1000 licenciés pour tout le pays. N'empêche, il y a un championnat d'escrime. Un championnat qui s'est même joué ce 28 août dans le dojo de l'ISSDH. Ces noms à retenir: Afissatou Kinda en dame et Jacques Saint-Poré en homme. Ce sont les meilleurs seniors de la saison. Retour sur ce championnat en son et en image avec Madi Zongo et Benjamin Kwame. Le 12e championnat national d'escrime s'est achevé le 28 août dans le dojo de l'ISSDH. Plus de 100 escrimineurs étaient présents dans l'espoir de décrocher un titre dans les 8 catégories. Les finales seniors ont retenu l'attention du public. En dame, Afissatou Kinda était face à Aminata Sinari. Un match à sens unique qui a vu la victoire de Kinda par 10 points à 2. Un succès qu'elle met au compte des œuvres de Dieu. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais c'est le bon Dieu qui a fait tout ça. Chez les messieurs, Nestor Nana de Koudougou et Jacques Saint-Poré de Zignaré ont montré qu'ils savaient manier le sabre. Nana a mené au score jusqu'à la dernière minute du match. À 9 points contre 8, le joueur du Boulkiemde se voyait sur la plus haute marche. Mais Saint-Poré va puiser dans ses dernières énergies pour égaliser avant de l'emporter par 10 points à 9. Justement, c'est l'espoir et le courage qui m'a amené à ce niveau. J'ai commencé l'escrime en 2014 à Zignaré. Et me voilà actuellement champion au niveau national à Zignaré. Pour le directeur technique national, le niveau de l'escrime burkinabé est acceptable. Le niveau est acceptable. Parce que quand nous prenons le fait du Covid en 2019-20, nous n'avons pas pu organiser grandes activités. Alors si les athlètes sont revenus avec cette forme-là, on ne peut que dire que, en tout cas, la fédération travaille à maintenir la forme des athlètes. L'escrime existe au Burkina Faso depuis l'an 2000. Il a engrangé quelques succès à l'international avec 2 médailles de bronze continentales en 2007 et 2017 et surtout une qualification directe pour les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Et pour finir, la finale du championnat national de handball senior homme, elle s'est jouée le 26 août dernier dans la salle des arts martiaux à Gouguin, dans la capitale burkinabé, après un bras de fer durant 90 minutes entre l'USFA et l'AS Sonabel. Ce sont les électriciens qui ont été les plus chanceux. Après un match très serré donc, ils ont arraché la victoire sur le score de 29 buts à 28. Retour sur ce face-à-face avec Madi Zongo et Alexis Belmnaba. Bon, vraiment, si c'est exceptionnel, je suis très dessus. Je suis très dessus parce que depuis janvier qu'on travaille, si arrivé à ce niveau-là, on tombe avec un but, mais c'est 2, je ne sais pas, ça fait très mal. Ces propos de l'entraîneur de l'USFA résument ce match qui s'est dénoué sur des détails. Électriciens et militaires, dans le but de conquérir le titre de champion du Burkina, ont placé haut le curseur pour ce dernier exercice de la saison. Aucune équipe n'a pu mener plus de 2 buts d'écart sans être rattrapée. À 1 minute de la fin, le score était de 23 buts partout. L'USFA pensait avoir le brick avec ce penalty à quelques secondes de la fin, mais c'était allé vite en besogne. Amené par un Amadou Tchétega des Grands Soirs, l'AS Sonabel égalise dans la foulée à 24 buts et arrache la prolongation. Dans cette guerre des nerfs, les électriciens ont été les plus endurants. C'est au forceps qu'ils arrachent la victoire avec 29 buts à 28. Pour l'entraîneur des champions, la condition physique de ces hommes a permis de faire la différence. Bon, on a préparé depuis quelques temps quand même. On a essayé de booster un peu notre niveau physique. Je pense qu'on a répondu physiquement. Ça a été un atout pour nous aujourd'hui.
c'est une très grande joie parce qu'on a traversé une petite période de disette. Dieu merci, ça a marché pour nous aujourd'hui. On ne peut que s'en réjouir. La présidente de la Fédération burkinabé de handball se dit satisfaite après une année d'exercice du pouvoir. On a tenu le pari de l'organisation du championnat aussi bien dans les petites catégories que dans les grandes catégories. C'est un pari gagné et une grande satisfaction pour l'ensemble du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de handball et tous ceux qui nous accompagnent au niveau pour le développement de la discipline. Tout en étant satisfait du retour des disciplines dites mineures au devant de la scène, le ministre des Sports et des Loisirs se dit être un peu déçu par le profil des champions. Un peu de déception de constater que c'est un peu les équipes sponsorisées par les sociétés qui sont aujourd'hui au devant de la scène. Et ce qui montre que la question des moyens financiers est très importante. Mais je pense que c'est une voie dans laquelle aussi on doit travailler pour que notre sport puisse avoir les moyens nécessaires pour sa survie. Les électriciens ont empoché pour leur succès 1 million de francs CFA et les militaires se sont consolés avec 500 000 francs CFA. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, sachez-le, parfois dans les moments difficiles, tout semble s'écrouler, le monde glisser sous nos pieds. C'est en ce moment-là qu'il faut chercher au fond de soi-même la force de résister. Surtout, ne pas se laisser aller et croire en nous, parce que tous, sans exception, sommes capables de nous relever et de nous battre contre ces moments qui nous font en douter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. J'espère vous retrouver demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et grand soin des autres autour de vous. Bonsoir.